Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce Florilège des Arts, qui est un florilège en direct, en plein cœur de l'été. Nous sommes le 25 juillet. Je remercie Axel à la technique pour la réalisation de cette émission. Et puis, peut-être pourrez-vous poser des questions aux bénévoles ou au secrétariat de Radio Courtoisie. N'hésitez pas, durant cette heure d'émission, avec notre invité, si nous ne pourrons pas répondre directement en direct à vos questions, à vos interrogations, à vos observations, eh bien, nous n'hésiterons pas à le faire par la suite. Il vous sera communiqué à l'invité les questions que vous pourriez être amené à lui poser. Vous le connaissez d'ailleurs, cet invité. Et nous allons le présenter tout de suite, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Florian Marek. Florian Marek, dont on rappelle qu'il est à la fois un journaliste, un philosophe d'inspiration stoïcienne qui nous a régalé à plusieurs reprises. Ça doit être la troisième ou la quatrième fois qu'il vient, je crois, parmi nous pour parler de ces petits opuscules, de ces petits ouvrages qui sont des concentrés de sagesse stoïcienne dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui. Et son premier livre, eh bien, traitait de la pandémie de coronavirus. Ça avait d'ailleurs, à l'époque, été un véritable régal que cette émission en pleine crise, hein, puisque parmi ces nombreux ouvrages, eh bien, il y a justement du stoïcisme en période pandémique, de l'amour de la solitude, de l'âme sur le temps, et son dernier ouvrage pour lequel il est en particulier venu aujourd'hui, qui sont les passions, des passions. Alors, est-ce que ça fait bon ménage, les passions avec, avec la philosophie des stoïciens? Eh ben, c'est une des questions qu'on sera amené évidemment à poser à Florian durant cette émission. Bonjour mon cher Florian Marek et bienvenue dans ce florilège. Euh, Bonjour Nicolas, heureux d'être parmi vous. Comment ça va à Paris? Bah écoutez, j'espère que ça va bien puisque cette émission nous l'avons un peu en déporté aujourd'hui, mais je serai présent par contre demain à partir de 9 heures dans le studio pour le Libre Journal de géopolitique profonde. Mais là, nous sommes dans ce florilège des arts. Je vous dirais qu'en tous les cas, nous ne sommes pas dans cette période caniculaire qu'on nous avait annoncée. Je crois qu'à Montpellier, ce n'était pas le cas non plus. Il fait un temps Non de plus. cochon. Hein, il pleut, mon Dieu, il devait y avoir, hein, ça fait partie de ces narratifs de la peur, une menace existentielle. Et vous avez justement dans ce livre, le premier livre que vous aviez écrit, justement, montré un petit peu comment il fallait avoir une approche stoïcienne par rapport à ces narratifs. Tiens, bah, ça va être ma première question, justement. Est-ce que les stoïciens, est-ce que la philosophie du portique, sous le portique, est une philosophie qui est adaptée à nos temps, où l'on cherche à gérer par la peur, par une ingénierie sociale liée à la peur, liée même à la terreur parfois, ce qui donne terrorisme, nos temps, nos peuples, les individus. Le stoïcisme, c'est la bonne réponse? Je pense, oui. Je pense que le stoïcisme peut apporter pas mal de réponses sur l'époque dans laquelle nous vivons. Je pense que oui, que apprendre à se détacher et justement à mettre ses passions, son pathos hors jeu de temps en temps peut être pas mal pour prendre du recul, pour analyser les situations là, et pour apprendre la maîtrise de soi. Le stoïcisme est d'abord une philosophie de la maîtrise de soi pour acquérir le bonheur par l'application de la vertu et le détachement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont tellement dans l'immédiateté, dans la pensée passionnelle, justement, pour venir sur le thème du livre, que ils sont malléables. On peut en faire tout ce qu'on veut. Du moment où les gens n'ont plus ce recul nécessaire, cette nécessité de temps long, de prendre du recul, de se recentrer sur soi pour ne pas avoir, comment dire, pour ne pas être emmerdé par la société, excusez-moi du terme un peu vulgaire, pour ne pas se retrouver emmerdé par le narratif et le discours actuel. Le stoïcisme apporte une réponse dans la maîtrise de soi, oui, en effet.
Bah, justement, donc premier livre qui nous a fait vous rencontrer et vous connaître, c'était en auto-édition en 2023, De Stoicismus in Pandemicus Micis Temporibus. Donc voilà, le stoïcisme en période de pandémique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les éléments de cet ouvrage avant de développer un peu chacun de ces petits opuscules, dont le dernier en date, je le disais, et qui sera peut-être d'ailleurs le dernier de cette série, qui sont des passions, les traités 3 à 5. Et en effet, c'est le troisième de la série, donc il m'en manque 2. Les 2 prochains traiteront du vice Ah, et des vertus et puis, du destin, le fameux destin stoïcien, la fatalité, ce qui ah, dépend de ça, vous nous, ce qui ne terminerez sur dépend le pas de destin, nous. très bien. Mhm. Oui, je termine en apothéose, là, je monte, Eh oui, doucement. Mais, heu, mais oui, donc De Stoicismus in Pandemicis Temporibus, c'est un livre qui parle de notre attitude face à la mort, face à l'imprévu, la manière dont on l'a géré ou pas géré, la manière dont on s'est comporté comme des consommateurs défécateurs, se jeter sur du papier toilette et non pas sur des livres. L'essentiel était les papiers toilettes et non pas acheter des livres parce que les libraires allaient fermer, donc tout le monde s'est jeté sur du papier toilette, quelque chose d'incompréhensible. Se battre pour du papier toilette, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait dire qu'on avait quand même passé un cran, quoi. On était passé à un niveau, un peu de consommateur défécateur. L'homme est devenu un scolopendre un pendant cette scolopendre. pandémie, sur lequel on appuie, avec le levier de la peur. Ouh là là, vous êtes des méchants contaminateurs, vous allez contaminer mamie, faites-vous vacciner et puis, portez un masque et puis, les gestes barrières et puis il y avait pas de morts qu'on ramassait dans les rues à la brouette, donc quelque part, ça fait poser des questions de se dire: «Ouh là, ils nous promettent la peste bubonique, la peste de Marseille qui a décimé la Provence, au XVIIIe siècle et on se rend compte que les morts, on ne les ramasse pas à la brouette». Donc on finit par se poser des questions et par, se rendre compte qu'il y a une supercherie derrière et Mhm. par se dire: «Mais comment est-ce possible?» Je n'ai toujours pas la réponse. Comment les gens ont pu être, menés à ce point par le bout du nez? Faites-vous piquer, sinon vous êtes un mauvais citoyen. Mm. Vous avez d'ailleurs, vous développez à ce moment-là un des thèmes qui reviendra dans le livre sur les passions, c'est-à-dire l'apatheia, c'est-à-dire cette faculté à maîtriser ses émotions, dans Oui, cet ouvrage déjà. qui est très important, très, très important. La maîtrise de l'émotion est quelque chose de on ne construit pas une vie et on ne construit pas une société uniquement sur de l'émotionnel, sur du passionnel. D'ailleurs je le redis, le passionnel, pour moi, c'est quelque chose du privé, ça relève de l'oikia, de la domus, quoi, et on a et le problème, c'est qu'on a une société aujourd'hui où tout ce qui relève de la domus relève par le biais des réseaux sociaux, des émissions de télévision de témoignages. On se rend compte que la domus a tendance à déborder sur la police, sur l'agora et il y a plus cette frontière entre, ce qui relève de l'oikia, du domaine privé et de ce qui doit se dérouler sur le forum, c'est-à-dire la politique et non pas, la gestion des passions mais avec des hommes politiques qui ont transféré tout leur pouvoir à des organismes supranationaux, c'est pas étonnant qu'ils soient devenus des petits consolateurs, des petits, des des penseurs qui viennent, panser justement les plaies des passions d'un tel ou d'une telle communauté. On le voit avec le wokisme, on est devenu c'est le wokisme et l'apothéose du passionnellement correct. On ne parle pas de politiquement correct parce que la politique n'est ni correcte ni incorrecte, c'est la politique. Mais on est dans une société du passionnellement correct, du pathos et ça Ça, ne on va va y pas. revenir. Ça me paraît être un des éléments majeurs de ce livre, justement, sur les passions. Revenir avant, peut-être, puisqu'on parle des temps pandémiques, du stoïcisme. En fait, ce n'est pas votre premier ouvrage. C'est le premier ouvrage sur lequel je vous ai, moi, interviewé sur Radio Courtoisie, le premier de nos entretiens. Mais vous aviez écrit un ouvrage auparavant. Je crois que vous étiez d'ailleurs
passé à l'époque sur une matinale de Radio Oui, chez Courtoisie. Nico avec Nicolas, Vidal, excusez-moi, Oui, oui, c'était Nicolas avec Vidal Nicolas et Vidal. Clémence Soudjakova. Donc c'est De l'amour de la solitude. De l'amour de la solitude, c'est le premier de vos ouvrages et dont vous aviez parlé sur Radio Courtoisie. Donc. Oui, c'est un ouvrage qui est purement empirique. C'est mon approche de la solitude, mon approche des relations humaines et des relations sociales. Et en effet, j'ai un très grand détachement, vis-à-vis de la chose sociale. Il faut, comme je le dis dans mon livre, il y en a il ne faut pas pleurer les amis qui partent ou les amis qui et ne pas trop se réjouir des amis qui arrivent, quoi, et accepter, de temps en temps, ce besoin de recul, d'anacorèse, qu'elle soit, intérieure ou alors, physique. Heu, je me place, dans ce livre directement dans les enseignements de saint Arsène l'Essicaste et de saint Bruno le Chartreux, donc où, la solitude et quelque part permet de préserver, la pureté de l'âme et la pureté de l'oraison. Vous avez. Et si je peux me permettre, tous les grands hommes étaient de grands solitaires. Søren Kierkegaard, était plutôt solitaire, Sénèque avait un besoin, il l'a écrit, il avait un besoin fou de solitude dans son livre Le temps à soi, où il parle de ce besoin de recul, d'introspection. Et Mhm, une introspection ne peut se faire que en étant seul. L'introspection ne peut pas se faire en étant entouré. Donc, l'introspection, c'est quand même c'est courageux, quoi. C'est le plus âpre des combats. C'est le mano à mano contre soi-même. C'est se regarder directement dans l'âme et non pas dans les yeux. mhm, mhm. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tout ça, sachant que les confinements dans ces temps pandémiques furent une catastrophe, mais aussi une chance. C'est-à-dire de pouvoir faire cette introspection par le temps qui nous était offert à ce moment-là, de pouvoir se regarder dans l'âme. Euh, Autre Encore faudrait livre. encore faudrait-il que les gens aient conscience de leur anima, de leur âme. Je pense que dans une société dépourvue dans une société de l'immédiateté, de la superficialité, les gens, je ne pense pas qu'ils soient conscients qu'ils aient une vie intérieure. Nous vivons une fin de l'intériorité et peut-être une, mort de l'âme, comme le prédit Michel Onfray. Bah, vous avez ces deux livres qui se suivent sur le temps, et puis après, de l'âme, justement, ces deux opuscules. Sur le temps, on parlait de confinement, de fermeture, de temps long, de temps qui s'étend, de temps flexible, et puis de l'âme, en effet, pour ce temps qui dépasse normalement le temps, Et puis justement. dans de l'âme, je tends à présenter une définition stoïcienne de l'âme qui est une âme raisonnable, qui est une âme douée de raison, une psyché logiquée, une âme qui permet à l'homme d'assentir ou de ne pas assentir aux impulsions extérieures qui sont proposées, une âme qui est une énergie divine, comme dirait Zénon de Kition, c'est un feu, c'est la part, et Sénèque dira de l'esprit, c'est la parcelle qui a entre l'homme et le divin. C'est la petite étincelle de divinité qu'il y a dans l'homme. Le problème, c'est que l'homme ne se voit. C'est quand on entend ça, on va penser Homo Deus, Harari, l'homme Dieu qui peut tout. Non, l'homme a une parcelle de divin. L'homme ne peut pas tout. Et si l'homme a une parcelle de divin, c'est justement pour être protecteur et gardien de l'univers et enfin, du cosmos et de ce qui l'entoure et de ce qui le compose. Mm. L'homme n'est pas le maître et le processeur, contrairement à la philosophie cartésienne qui veut que l'homme soit maître et processeur de la nature. Oui, bien. Euh, Bah justement, ça va nous permettre d'arriver sur ce livre, sur ce dernier petit livre des passions, Florian Marek, qui donc, si je compte bien, est le cinquième opuscule. Et c'est déjà une originalité, moi, qui m'a, dans un premier temps, interpellé, et que j'ai compris par la suite, et que j'aimerais que vous développiez. Vous parliez de la raison, justement, d'une âme, la définition de l'âme par la raison, par les stoïciens, et expliquer que ne s'oppose pas de façon directe
raison et passion, mais que passion est dérèglement de la raison. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que vous pourriez nous introduire un peu à ce petit ouvrage sur les passions, justement? Tout à fait, les passions, sont, comme dirait Zénon de Kition, un mouvement de l'âme et ce mouvement de l'âme, et ce mouvement de la raison va vers une impulsion non maîtrisable et non maîtrisée, qui fait que la raison va se dérégler, va se perdre et va, devenir complètement folle. Comme, c'est et on en devient l'esclave. On finit par devenir l'esclave de ses propres passions, de ses propres turpitudes, de ses troubles de l'âme, parce que la passion est un trouble de l'âme, mais la passion étant contrecarrée par ce qui s'appelle l'eupathie, c'est-à-dire, les impulsions maîtrisées et maîtrisables, Donc heu, l'eupathie, hein, l'eupathie, EUPATHIE. Mmh. oui, L'eupathie. Mmh. qui permettent à l'homme d'être confronté à un choix parce qu'avant tout, la passion, c'est un choix. Vu que c'est la On fait raison, quoi? On fait le choix de s'abandonner à la passion, c'est ça? oui, on fait le choix d'assentir, de répondre d'incliner à Mmh. une impulsion non maîtrisée, qui va nous conduire vers quelque chose de non maîtrisable et de non maîtrisé. Ouais. Donc et la passion est un jugement et comme dirait Chrysippe de Sol, c'est un jugement, erroné de l'âme. C'est la raison qui se trompe. La passion, c'est une raison qui se trompe. C'est la raison qui se trompe. Mmh. Ah, il faut un temps de méditation là. Mmh. Et Ouais, ouais. je dis ça parce que les passions, elles sont en notre comme dirait Cicéron dans l'Éthique Coulanes, la la passion est dans notre pouvoir. Nous avons le pouvoir dessus, donc nous avons le pouvoir de maîtrise du fait de ce choix entre l'eupathie, et la passion. Comme nous avons un choix, nous avons le pouvoir de choisir. Donc nous avons le pouvoir de choisir de nous égarer et le pouvoir de choisir de rester, des hommes et de savoir s'empêcher, comme dirait, Albert Camus. Mmh. Oui, oui, alors de s'empêcher, mais là tout de suite, je vais vous poser une question tarte à la crème, hein, mais qui quand même est, que tout le monde peut se poser, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie sans les passions? Et comment distinguer passion et amour terrestre quand même, hein? L'amour, comme dirait Sénèque, c'est une amitié folle, mais c'est une passion qui peut s'avérer être une apathie. Comme je le dis en fin d'ouvrage, l'amour, s'il est réciproque, s'il est équidistant, s'il est sincère, s'il est pur, il peut s'avérer être une apathie, plus une passion. Si l'amour est une passion, donc ça devient une amitié folle et donc ça devient quelque part une folie qui peut, conduire l'homme à l'irréparable. Par amour, que ne ferait-on pas? Mmh. Mmh. On tue par amour. Oui, c'est une option, mais qu'est-ce que vous objectez à ceux qui disent: «Une vie sans passion n'est pas une vie»? Il se trompe. Qu'il se trompe, qu'il s'égare, qu'une vie sans passion, c'est c'est une vie qui est incapable, c'est une âme qui est incapable de se contenter. C'est une âme qui n'est pas dans le contentement. Mais ça, est-ce que c'est pas Contentement, le propre de l'homme? Est-ce que c'est pas le propre de l'homme? je mmh, peut-être que c'est le propre de l'homme, mais c'est le propre de l'homme dans le sens où l'animal n'est pas soumis à la passion. Alors ça, c'est parce que oui, mais ça, vous l'expliquez, c'est parce on lui a pas il n'y a pas eu le don de la raison. Ça, c'est autre Non, chose. l'animal a une âme, une anima, parce qu'elle lui permet le mouvement. D'ailleurs, animas, Mmh. un peu d'étymologie nous ramène directement à l'âme, Bien mais sûr. l'animal n'est pas soumis à la passion parce qu'il n'est pas soumis à la raison. Et puis la passion, elle n'a aucune valeur pour la vie, comme dirait Chrysippe et Cléante. Plutôt, c'est Cléante, oui. Comme dirait Cléante, la passion, c'est qu'un cosmétique de l'âme. Tout ce qui est cosmétique est inutile.
Non, non, mais très bien. Mais j'entends par là, en tout cas, oui, ce que vous appelez raison chez les stoïciens, c'est pas loin c'est le logos finalement. C'est Oui, ce souffle spécifique dans la création de l'homme, ce qui est le propre de l'homme justement. C'est ce deuxième souffle qui est, alors qu'il y a cette. Mais, mais alors là, j'aimerais qu'on arrive justement sur un élément, à mon avis, très important. On va revenir sur tout ça, mais par esprit d'escalier. Euh, on parle souvent d'âme groupe animal, c'est-à-dire que comment se transfère la passion chez les humains dans le collectif. Parce que là, pour le moment, on est resté au niveau individuel. On parle de la oui. passion d'un individu, d'un être humain. Mais il y a cette spécificité aussi qui est le collectif. Comment se transfère cette passion dans le collectif? En changeant tous les repères de la société. En changeant tous les repères de la société, en laissant place, à un délirium tremens de la passion qu'on a vu, poindre dans les années 60 avec, nos fameux boomers 68ards, qui ont partousé à Woodstock et qui a avec des intellectuels, ratés que l'on a mis sur le devant de la scène, comme Alfred Kinsey ou John Monnet et on finit par des politiques qui, eux aussi, se sont transformés, se sont mués en distributeurs de droits, calmer les passions individuelles des uns et des autres. Et ces passions individuelles mises bout à bout, ont créé une société de la passion. Il y a un continuum logique entre la déconstruction, les philosophes, les philosophes, les prétendus philosophes sartriens existentialistes de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre ont contribué à instiller une société de la passion. Et on en vient à une société de passion quand il y a un continuum avec des intellectuels, des hommes politiques et toute une génération qui se fait chier. Parce que c'est ça, c'est la génération 68, c'est Ouais, la mais alors ça, génération. on va y venir. On revient sur le passionnellement correct. Mais c'est pas ça que je voulais vous. C'était pas vers cela que je voulais vous orienter, mais plutôt vers la transcription dans la Révolution, par exemple, dans ce moment de crise. En quoi il y a un lien entre la crise, finalement, et la passion. Comment une révolution est une passion collective, qui mène en effet à des formes de dérèglement, qui est dans l'inassouvi, qui est dans tout ce que vous voudrez bien. Mais cet aspect-là d'abord, avant de voir comment finalement la passion peut réguler, bizarrement, elle peut tout détruire d'une société comme elle peut la réguler. Mais j'aimerais déjà que vous expliquiez comment elle peut tout détruire. Cette furieuse révolution, par exemple, dont les Français sont passés maîtres au 19e siècle. Et encore au 20e, donc, mais bon, Mm. le comment dire? La passion, mmh, mmh, c'est l'effet de masse qui fait ça. Je pense que c'est qu'on est que l'effet de masse nous entraîne vers ceci, quoi. C'est, toute une masse qui se laisse, j'aime pas trop ce terme, c'est un terme, informatique, mais qui se laisse pirater le cogito. Et on s'entraîne l'un et l'autre et il y a un effet boule de neige, un effet d'entraînement et ça part de l'individu et ça déborde sur un autre individu par effet d'entraînement, par effet d'embrigadement, d'endoctrinement. Mm. Et par, le mensonge aussi, on a fait croire à l'individu que si on coupait la tête au roi, il irait mieux et va-t-il mieux? Et donc on maintient l'individu dans un espoir, dans une spéculation et dans quelque part qui peut mener à de la colère, à de l'incompréhension, mais la passion a une faculté de détruire le commun, oui, indéniablement et Alors, la révolution. je pense que la révolution est un effet d'entraînement. Oui, C'est un d'accord. eff Mais
Ça, j'entends cet aspect-là, mais allons vers le bonheur public dans ce cas-là. C'est-à-dire que les révolutionnaires, vous dites, si on coupe la tête du roi, est-ce que l'homme ira mieux? Donc le lien entre le bonheur privé et le bonheur public. Mais est-ce qu'on peut opposer le bonheur à la passion, justement? Est-ce que c'est un malheur nécessairement, une passion? La passion est toujours un malheur. La passion est toujours un malheur. C'est étant Gardons-nous de nos passions, étant un de la dérèglement, passion. c'est toujours un malheur. Il y a qu'à voir, Pourtant, il y a des périodes d'exaltation dans la passion. Il y a des périodes extraordinaires où certains diront, je n'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai été passionné. mais est-ce que le bonheur réside dans la passion? Est-ce que le bonheur réside dans l'application de la vertu, dans la maîtrise de soi? Et Moi, je vous parle d'expérience, là. Je vous parle pas de théorie. mais moi, je vous parle aussi de mon expérience. Très bien. Je ne suis jamais plus heureux que quand je tends la main à l'autre pour l'aider. Et si ce n'est pas passionnel, c'est juste c'est un comportement vertueux. Quand je me comporte de manière vertueuse, je suis heureux. Je ressens du bonheur. J'ai le daimonia qui se manifeste ici. La passion ne m'a jamais apporté le bonheur. Donc après, en opposant les empirismes, on peut trouver la définition du bonheur qui peut être un bonheur épicurien, hédoniste, ou un bonheur typiquement stoïque dans l'ascétisme et dans l'application de la vertu et dans l'esprit de droiture. Voilà, parce que entre philosophes, vous êtes d'accord sur rien, hein, sur le bonheur. Vous avez tous votre propre idée du bonheur et qui tendent même parfois à s'opposer. Oui, clairement, l'hédonisme crasse du jouir sans entrave et pour obtenir le bonheur et le bonheur stoïcien de la vie dans le présent et de l'application des vertus et de la droiture morale et intellectuelle, oui, il y a 2 oppositions et puis il y a le bonheur qui peut être un bonheur en philosophie théologique qui peut être un bonheur extatique devant Dieu que peuvent ressentir certaines personnalités et certains saints, tels Sainte Faustine avec sa révélation et Sainte Bernadette ou Sainte Jeanne d'Arc qui ont connu un bonheur manifestement grand et qui l'ont connu par le biais du mysticisme. On trouve chacun trouve sa définition du bonheur. Après, étant stoïcien, je suis conscient que, comme dirait Marc Aurèle, que tous les jours, je vais rencontrer un vantard, un curieux, un irrévérencieux et un impétueux et des gens qui vont être plutôt raisonnés, droits et on rencontre tout type de personnes et donc il y a autant de philosophies, il y a autant de personnes et il y a autant de manières d'être heureux et d'obtenir le bonheur. Moi, je défends la mienne, qui est d'appliquer la vertu et d'appliquer l'empathie et de savoir contenter son âme. De ne pas tomber dans la passion justement qui peut amener à toujours plus. Quelqu'un qui est un amoureux des richesses, comme je le dis dans mon livre, un amoureux des richesses en voudra toujours plus. Quelqu'un et il cherchera toujours à avoir plus de richesses, plus de richesses. Sénèque disait mes richesses m'appartiennent, elles sont à leur place. Toi, tu appartiens à tes richesses. Euh, Florian, on va revenir sur tous ces points juste après ce très court bobino. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce Florilège des Arts en direct le 25 juillet 2025 et nous sommes en compagnie de Florian Marek pour ces différents ouvrages. Ça fait plusieurs fois que nous l'avons sur Radio Courtoisie, dans ces Florilèges des Arts d'ailleurs, auxquels il est habitué.
Et nous parlons cette fois-ci de son dernier ouvrage, Des passions, traité 3 à 5, dont je rappelle le petit quatrième de couverture. Dans ce petit traité des passions, le philosophe Florian Marek nous offre une définition stoïcienne de ce que peuvent être les passions, ces troubles de l'âme. Florian Marek s'appuie sur notre actualité pour nous fournir un éclairage sur ces dernières. Cet ouvrage fait suite à son deuxième traité de l'âme, justement. Euh, J'aurais aimé qu'on revienne, Florian, sur le Revenons, concept, revenons. sur ce concept d'eupathie, qui me semble être le pivot par rapport, parce que vous le dites toujours, passion ou eupathie. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce que l'eupathie? L'eupathie, c'est une pulsion maîtrisée. C'est quelque chose que l'on peut contrôler, comme la joie, le contentement, la volonté et la vigilance et la prudence, et pas la prudence, plutôt la précaution, parce que la prudence est une vertu. Ne pas confondre vertu et passion, vertu et eupathie. La passion et l'eupathie sont passagères, quand la vertu et le vice sont de l'irréfragable permanence. Mais l'eupathie, c'est une impulsion que l'on peut maîtriser. C'est quelque chose qui est maîtrisable, contrairement à la passion qui peut nous perdre. L'eupathie, c'est justement savoir se contenter de ce que l'on a. Mhm. Ou Donc, si l'on n'est pas capable de se contenter de ce que l'on a, travailler d'arrache-pied avec la volonté d'avoir mieux. Au lieu de détruire la belle voiture du voisin, avoir par pure jalousie, par pure passion, vaut mieux l'empathie de la volonté d'en avoir la même voiture que le voisin ou d'en avoir une meilleure. Et de se réjouir des bienfaits que la Providence a prodigués aux voisins en en accord avec la sympathie universelle qui veut qu'on se réjouisse des bienfaits que la Providence prodigue aux uns et aux autres. et où est-ce que vous mettriez l'empathie entre L'empathie, cette... c'est la capacité, avec quelque part la compassion, de ressentir ce que l'autre ressent. Mais ce n'est pas comme je ne l'ai pas traité dans le livre, c'est pas vraiment pour moi, c'était pas dans le sujet. Je pourrais traiter l'empathie dans un autre sujet, mais l'empathie, c'est plus dans un autre ouvrage. L'empathie, c'est l'ordre du comportement avec autrui. Alors que Donc là, ce que vous appelez eupathie, c'est bien une vertu de la raison. c'est un état de disposition de la raison qui, comme la passion est un état de disposition de la raison, si la raison est disposée à la passion, elle y tombera. Et Oui, ce sont des états différents de ce cette sont même des états raison. différents qui se présentent à nous. Intéressant. Mm. Je prends, et ce qui me fait dire que quand on pour moi, l'absence de discernement n'est pas audible. Pour moi, quand on vient me dire que Oui. Mireille Knoll a été défenestré parce qu'il avait une absence de discernement, non, c'est pas audible. La personne qui a défenestré, qui est la personne, je ne veux pas le nommer, le malfrat, Le l'individu, criminel. le Criminel. criminel qui a défenestré Mireille Knoll, avant d'avoir sa bouffée délirante suite à l'ingestion du cannabis, il pouvait choisir d'ingérer ou de ne pas ingérer du cannabis, de se contenter de son état et d'être dans l'eupathie, ou de tomber dans la passion de l'ivresse et fumer le cannabis. Et là, il y Il a... pouvait choisir. Il pouvait choisir. Donc, il y a une Alors idée de voilà, c'est choix. ça. Il y a une idée de choix entre la passion et l'eupathie. Quand les deux Qui impulsions se dit présentent à choix, nous, dit liberté. il dit jugement. Forcément, on a jugé bon de suivre l'eupathie ou de suivre la passion. Et la passion qui, quelque part, est une raison trompée. Et en effet, on a une liberté de choix entre les deux. Entre les deux, on a la liberté d'être dans le bien ou d'être dans le mal. Comme on a parce que c'est le système de bivalence stoïcien, vice, vertu, bien, mal, passion, empathie, tout tout toute notre philosophie, chez nous les stoïciens est basée sur un système de bivalence. Et au milieu, il y a une liberté qui s'appelle le fameux «ce qui dépend de nous». Oui, ce qui dépend de nous. Les seules choses qui devraient nous animer et nous N'importe. intéresser. Mm.
Je retiens le Ah, terme pardon? par exemple, Pierre Palmade Oui? avait, la possibilité, il y a fort longtemps, de choisir de ne pas rentrer dans ce cette passion du plaisir et de l'ivresse qui l'a conduit où on sait qu'il a détruire une famille. Il a détruit une famille pour son propre plaisir, pour satisfaire sa passion, son appétit de plaisir, son appétit d'ivresse, uniquement. Il a détruit une famille uniquement pour ça et dans le livre, j'en parle, C'est une brièvement. conséquence. La famille est une conséquence de la destruction est une conséquence de sa passion. Il ne tire pas sa passion d'avoir détruit une famille, il tire sa Non, passion de l'usage, de drogue et de sexe. oui, mais on est tout à fait d'accord, mais en effet, les la conséquence de soit d'être tombé dans ces passions-là, c'est dans ces passions tristes, c'est, en effet d'avoir détruit la vie d'une famille et la vie de cette famille ne sera plus jamais la même et malheureusement la seule passion qui n'a pas son empathie, son contraire, pour la soulager, c'est le chagrin. Le chagrin n'a que le temps pour tenter de l'apaiser et je pense que cette mère de famille à qui on a arraché l'enfant, des entrailles, mort, elle ne s'en remettra peut-être jamais. Tout ça parce que monsieur Pierre Palmade voulait assouvir son bon petit plaisir de consommateur défécateur, de scolopendre, et se foutant éperdument du reste du monde et de ce qui l'entoure. La passion, c'est ça. Dans une société individualiste, c'est dangereux d'être guidé par ses passions. Hem, alors j'en Parce reviens que, au jugement. parce que la passion est une souffrance et Pierre Palmade, visiblement, est en souffrance. Mais est-ce que la souffrance de quelqu'un justifie la mort de quelqu'un d'autre? Je repose la question sur le jugement, c'est-à-dire le jugement, le choix. Vous dites, la liberté, c'est le fait le pouvoir de juger et de ce qui nous concerne, de ce dont, enfin, ce qui nous concerne, sur lequel nous pouvons avoir un effet, en tout cas. Est-ce que la justice, dans ces cas-là, en quoi la justice vient-elle corriger ce qui fut finalement quelque chose de passionnel? Donc tout crime serait passionnel, en quelque sorte, à vous suivre. Et la justice viendrait essayer de rétablir un équilibre. Mmh, pour rétablir l'équilibre, il faut aller voir des médecins de l'âme, des psychologues, des psychiatres. La justice n'est pas là pour rétablir l'équilibre. La Alors elle justice sert est à là quoi la pour, justice, justement? la justice, selon la définition stoïcienne, elle est là pour redistribuer ce que les gens méritent. C'est-à-dire être dans le juste Hmm. et être dans le juste, c'est Et le ça la vient un redistribuer. rétablissement d'une situation qui est injuste, une situation Oui, qui a créé un dommage. Hmm. tout à fait. Hmm. La justice, pour moi, c'est pas une c'est pas le un bu ça n'a pas à être un bureau des pleurs. Bien sûr. Le bureau des pleurs, c'est la justice, et puis comment une justice peut la justice actuelle en France avec quand on connaît, l'état, de la magistrature et leur, engeance gauchiste, comment elle peut venir, rétablir ce qui est à rétablir? Heu, Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce que les juges sont des hommes et que les hommes sont par essence corruptibles et qu'entre eux, j'aimerais, savoir le fameux juge qui a pris 13 mois avec sursis parce qu'il vendait sa fille sur des réseaux pédophiles, Hmm. j'aimerais savoir, en quoi, la justice, en lui mettant 13 mois avec sursis, a rétabli, quoi que ce soit. Hmm. Euh, J'aimerais qu'on arrive maintenant, qu'on revienne à une expression qui revient souvent dans votre bouche, dans votre vocabulaire, c'est le consommateur défécateur. J'aimerais que vous m'expliquiez en quoi donc ce consommateur défécateur, qui fait en effet une sorte de ver de terre, rampant, qui serait l'individu consommateur moderne, en quoi il est animé par ses passions? Est-ce que c'est réellement être consommé et la conséquence logique qui est déféquer? En quoi est-ce qu'elle
elle est le produit de la passion? Moi, ça me paraît... J'ai l'impression plutôt qu'il y a une espèce de mépris dans ce que vous dites et que finalement, il n'y a pas assez de passion chez le consommateur. C'est Non, souvent comme ça qu'on justement. voit les choses. Et c'est l'inverse. Et avec moi, c'est l'inverse. Pour moi, il y a trop de passion, justement. On essaye trop de flatter les travers des uns et des autres, de par la publicité, de par les mécaniques de communication moderne. Quand, quand les pubs se présentent sous des aspects cool, des aspects consommer, c'est cool, on est typiquement dans la passion du plaisir. Donc, le consommateur est typiquement l'être passionnel sur lequel on va aller appuyer sur telle passion ou sur telle autre passion pour le faire consommer. Donc, le consommateur est un être de passion. Et c'est l'âme Puisque inassouvie. C'est le côté inassouvi qui fait qu'on est c'est obligé de consommer, de trouver à l'extérieur, justement, ce oui, qui nous manque. au lieu de consommer ce qui est de l'ordre de la nécessité, l'alimentation, on nous présente avec des mécaniques d'obsolescence programmée, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, et on nous l'habille sous sous des dehors et des atours très fun, très cool, très branchés, et on appuie typiquement sur les passions. Mmh. Hem, Ce que Frédéric Becbédé montrait dans mmh. 99 francs. Comment les mécaniques de la publicité appuient sur les passions des gens et comment on prend un peu le consommateur pour la première syllabe du mot consommateur. Et en effet, la passion, quelque part, c'est comme l'âme est déréglée, la raison est déréglée et la raison est perdue. Oui, on peut se faire prendre par la publicité et par la communication moderne et finir par se perdre là-dedans. Oui, en effet, le consommateur est un être de passion. On appuie sur ses passions en permanence. C'est cool, c'est pas bien. Et le wokiste est l'aboutissement politique du consommateur. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, ça c'est vraiment une articulation conceptuelle extrêmement intéressante et originale. C'est-à-dire que finalement, le passionnellement correct, le politiquement correct, eh bien, est un passionnellement correct. C'est-à-dire que c'est cette passion du consommateur qui est protégée dans ce politiquement correct, qui est en fait un moyen de protéger notre scolopendre des rudesses de la vie. De la vie et de l'existence, tout à fait. On le maintient dans un cocon de passion, et en même temps, on ne veut pas le blesser, donc on ne veut pas blesser donc on ne veut pas lui faire du mal, donc on ne veut pas qu'il souffre, donc on ne veut pas qu'il ait des passions trop fortes, mais on veut quand même qu'il ait des passions pour justement asseoir un peu de pouvoir sur lui. Et le wokisme, on est la quintessence de ça. Le wokisme, c'est typiquement la passion portée sur l'échiquier politique. Les LGBT, c'est typiquement du passionnel, quoi. Je me sens, ils sont en souffrance, ces gens-là, ils ont besoin d'aide, ils n'ont pas besoin que les hommes politiques leur offrent des droits. Bah, j'ai envie de dire que c'est là qu'on est un peu dans l'aporie du passionnel ou de la société du politiquement, du passionnellement correct. C'est-à-dire que la passion amène à toujours plus de passion, on le sait bien. Hein, c'est comme c'est comme la personnalité du drogué, il lui en faut toujours plus. Et d'un côté, il y a cette passion qui doit être politiquement, passionnellement correcte, donc pas trop de passion quand même, parce que on a affaire en effet à un consommateur défécateur qui n'a pas beaucoup d'énergie vitale. Donc il faut, et puis et dans un même temps, on sent que cette société brûle de passions qui, elles, peuvent être terribles. Et on le Et qui voit ont au travers des créé, crimes abominables et dont on se repaît d'ailleurs. Hein. Cette figure de serial killer, tous ces hommes qui tuent, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'incroyable. Et cette passion morbide que nous pouvons avoir, par exemple, pour ceux qui tuent leur famille. Je pense que l'homme, le Français le plus célèbre après le général de Gaulle en France aujourd'hui, c'est Dupont de Ligonnès.
C'est-à-dire un individu qui est pris par des passions qui vont faire qu'il va, si ce n'est se supprimer lui-même, en tout cas, supprimer l'ensemble de sa famille. Du pont de Ligonnès, je rajouterais peut-être ex aequo sur le classement de Français le plus connu, Michel Fourniret. Ah. Mmh. L'ogre des Ardennes, qui a eu, qu'on a rendu glamour. Qu'on a réussi à rendre glamour, par, la télé, par l'intervention de personnalités, par la mise en avant de ces personnages, heu, je oui, c'est clairement, il y a clairement là-dedans, une, on exacerbe les passions et on montre, et on crée des monstres. On crée des monstres parce que l'homme a besoin de se sustenter, de se repaître, de passion triste. Et on voit que les émissions qui marchent le mieux à la télévision, ce sont les émissions de crimes et de faits divers. Mmh. Il y a aussi la mécanique des journaux télé qui, à chaque 20 h ou à chaque, flash info, nous, rebattent les oreilles avec, un crime ici, un crime là, et où ils ne sont plus que dans le passionnel et où il n'y a plus, même en politique, il n'y a plus, les ministres de l'intérieur, de la justice tweetent à tout va, «Ce crime ne restera pas, impuni, je mettrai toute ma volonté, toute ma force à l'arrêter». Mais quelque part, il se passe rien, il y a plus de volonté. Pour contrecarrer la passion, dans le pathie, il y a la précaution et la volonté. Or, il y a plus de volonté politique et il y a plus de précaution, préalable à à ériger en modèle de société des Ted Bundy ou et à starifier ce genre de personnes, quoi. On ne connaît pas les victimes des tueurs en série. On connaît les tueurs en série, mais personne ne connaît les victimes des tueurs en série, de ces gens qui sont coulés, allègrement dans la passion. Hem, sur la alors revenons peut-être au collectif, au public, au politique et à la fameuse trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on peut dire que la République, elle attise les passions, la passion de l'égalité, la passion de la liberté et une fraternité qui, se termine plutôt en fratricide? Heu, oui et non, parce que les monarchies, constitutionnelles européennes sont des monarchies et elles ne sont pas moins, passionnellement correctes que la France. La Belgique et l'Espagne ont été des figures de proue et elles ont des rois de tout le délirium, LGBT. Mais est-ce que la France ne pousse pas au bout, cette passion, par exemple, pour l'égalité, typiquement Clairement, française? Mmh. clairement, l'égalitarisme, c'est, on est avec l'égalitarisme dans la passion de cette égalité-là. C'est à son extrême qui va jusqu'à créer des crétins à niveler tout par le bas. On le voit avec l'école, on le voit avec, les débats publics, tout est nivelé par le bas, tout est, mmh, oui, en effet. Les idéologies, c'est la transcription politique de la passion individuelle alors? Parler des ismes. Quelque part. Quelque part, oui. Quelque part, je pense que si, Karl Marx s'était contenté, de ruminer seul dans son coin, on n'aurait pas 100 millions de morts. Donc, la passion est destructrice. Donc, clairement, les idéologies politiques sont la traduction, des petites passions personnelles des uns et des autres. Si Karl Marx et Rousseau s'étaient juste contentés rester dans leur coin, hein, on n'en serait pas à 100 millions de morts du communisme. Mmh. Et le père finalement peut-être de cette république finissante qui n'est autre que le marquis de Sade, est-ce qu'il n'y a pas justement tout ce dérèglement de la raison
dans la philosophie dans un boudoir, dans ce qu'est la philosophie de Sade, l'anti-stoïcien par excellence, celui qui met la passion au sommet. Encore un effort pour être républicain, pour être totalement passionné, fou, passionné, le citoyen de la Révolution. Est-ce que le marquis de Sade, c'est pas le contre-exemple même de celui qui doit régler son action sur l'eupathie plutôt que la passion? Tout à fait. Si vous voulez être convaincu du stoïcisme, lisez ça de long en large en travers, quoi. C'est exactement l'anti-stoïcien par excellence, quoi. Le marquis de Sade, et à pas plus être larvaire, géré uniquement par ça, la passion et alors, l'appétit, le plaisir et l'ivresse, quoi. Il y a pas plus esprit troublé que le marquis de Sade. C'est ça. Là où le stoïcisme prétend former des esprits éclairés et des esprits raisonnables, la philosophie du marquis de Sade, c'est typiquement l'antithèse du stoïcisme. On termine cette émission, il nous reste même pas 4 minutes, Florian, c'est passé à toute Déjà, vitesse. Ouais, ça va très, très vite. c'est Si toujours un vous avez plaisir de dit. venir sur Radio Courtoisie. C'est toujours un plaisir, donc ça passe très vite. Oui, exactement, et puis on vous reverra on vous retrouvera puisque vous avez encore 2 opuscules à venir, qu'on attend impatiemment et qui terminera en plus, comme vous l'avez expliqué, par l'apothéose du destin. Destin chez les stoïciens. Revenir quand même sur l'ouvrage en lui-même, sa matérialité. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est ce prix très modique qui est cette fois-ci de 7 euros. Il y a une petite augmentation. Ceci dit, ça se conserve très bien. J'ai les anciens livres. Hein, il y a une belle qualité de l'édition. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dessus? Je m'auto-édite, donc c'est un choix personnel. Je refuse d'être payé que 8% du travail, pour le travail fourni, parce que c'est 8%, 8 à 10%, c'est ce que touche l'auteur sur un livre qui coûterait 20 euros, donc entre 1,80 € et 2 euros sur 20 euros. Je m'auto-édite, c'est un choix de liberté, j'ai toute ma liberté éditoriale. Et ces livres sont imprimés en France, ce qui me laisse le choix C'est de ça. l'imprimeur. J'ai Mmh. choisi un imprimeur qui est imprimeur dans l'Hérault depuis 1792. Donc Voilà. c'est une affaire de famille, de transmission qui me de temps dans le temps et dans et de génération en génération qui me tient à cœur. J'aime, la transmission, si je n'aimais pas la transmission, je n'écrirais pas, c'est que j'ai des choses à transmettre si j'écris. Et ces livres sont au prix, le prix restera inférieur à 10 euros, quoi qu'il en soit. Il y a eu la petite légère augmentation d'1 euro sur le prix habituel, qui est entre 6 et 8, ça passe entre 7 et 9, selon l'ouvrage, dû bien sûr à ce qu'on a tous connu, la fameuse inflation. Et et ces livres sont courts. D'ailleurs, j'utilise le format court de Sénèque, qui disait que quelques lignes pouvaient suffire à faire un bon livre. Et, ces livres ont un papier de qualité supérieure et se conservent très bien et sont estampillés label vert. Comme quoi, on peut être écolo sans emmerder le voisin avec la ZFE. Il reste 1 minute, mon cher Florian. Lecture en page 13 qui me vient comme ça. Face à l'espoir, nous pouvons répondre par la volonté. L'espoir étant pour moi une délégation de volonté à un élément ne dépendant pas de nous, une spéculation. Espérer, c'est courir le risque d'une lourde déception, provenant du fait que l'objet de notre espoir ne soit advenu et nous mettre dans la position d'un petit porteur de 1929 qui a tout perdu. Je dirais que tout est résumé. Et aussi
une belle plume et l'ironie de ce qui sur l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lire ce livre parce que il vous remue. Ce sont des petits livres qui remuent et qui incitent à de fortes méditations, je dirais, Florian. Votre mot de conclusion. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver mes livres sur www.florianmarek-livre.fr et livre au pluriel, florianmarek-livre.fr. Merci de m'avoir invité, Nicolas. Merci à vous, mon cher Florian, d'avoir passé dans ce florilège des arts une bonne heure avec nous. Merci, chers auditeurs. À demain. Un prochain florilège, c'est dans 2 semaines. Et bonne journée à tous. Merci.